Le coup de téléphone est arrivé à 22h47 un mardi soir, juste au moment où je m'installais dans mon lit avec un livre que j'essayais de finir depuis des semaines. Marié depuis 2 mois, et je m'habituais encore à l'espace vide à côté de moi lors de ces soirées tardives où ma femme devait rester au bureau. Des délais marketing, avait-elle dit, un grand lancement de campagne en approche. Et mec, je ne sais pas comment te dire ça. La voix de mon pote grésillait à travers le haut-parleur, hésitante, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Nous nous connaissions depuis l'université et il n'était pas du genre à paraître incertain de quoi que ce soit. Quoi de neuf, ai-je demandé, sentant déjà mon estomac se nouer. Ta femme? Elle est ici à l'Éclipse. La boîte de nuit en centre-ville. Je me suis redressé d'un coup, le livre glissant de mes genoux pour tomber sur le sol avec un bruit sourd. Musique, c'est impossible. Elle est au travail. Elle est au bureau depuis ce matin. Il y a eu un blanc et j'ai pu entendre le rythme étouffé de la basse en arrière-plan, ainsi que des éclats de rire occasionnels. Je la regarde en ce moment même, mon frère. Je ne t'appellerai pas si je n'en étais pas sûr. Elle n'est pas seule. Mon cœur battait la chamade maintenant, chaque battement résonnant dans mes oreilles. Comment ça, pas seule? Il y a un type avec elle, qui danse. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air d'être pour le travail, mec. Je suis désolé. Les quelques secondes qui ont suivi m'ont paru durer des heures. J'ai essayé d'assimiler ce qu'il disait, d'y trouver un sens. Ma femme, la femme que j'avais épousée lors d'une petite cérémonie sur la plage il y a tout juste 60 jours, était dans une boîte de nuit alors qu'elle m'avait dit qu'elle travaillerait tard. Il devait y avoir une explication. Une réunion client qui avait changé d'endroit, une célébration d'équipe dont elle n'avait pas parlé. Envoie-moi une photo, me suis-je entendu dire, ma voix résonnant lointaine et étrange. Tu es sûr? En voilà, tout simplement. Mon téléphone a vibré 30 secondes plus tard. J'ai ouvert le message d'une main tremblante, et elle était là, la femme à côté de laquelle je m'étais réveillé ce matin-là, qui m'avait embrassé en partant et avait promis d'essayer de ne pas rentrer trop tard. Elle portait une robe rouge que je n'avais jamais vue, ses cheveux coiffés en de larges ondulations qui accrochaient les lumières de la boîte de nuit. Et elle dansait, le corps pressé contre un homme portant un costume qui semblait très cher, les mains de ce dernier sur sa taille, les bras de ma femme enroulés autour de son cou. Il riait de quelque chose, elle avait la tête rejetée en arrière d'une manière qui témoignait d'une familiarité, d'un certain confort. Le visage de l'homme était partiellement visible sur la photo. Ma poitrine s'est serrée. Je le connaissais. Pas bien, mais je le connaissais. David quelque chose, un collègue dont elle avait parlé à quelques reprises. Juste quelqu'un de l'équipe commerciale, avait-elle dit quand je le lui avais demandé. Nous travaillons parfois sur des campagnes ensemble. J'ai fixé la photo pendant un long moment, mon esprit repassant en boucle les 2 derniers mois. Les soirées tardives, les réunions d'urgence le week-end, les nouveaux vêtements que j'avais remarqués dans son placard, la façon dont elle avait commencé à poser son téléphone face vers le bas sur toutes les surfaces. Toutes ces petites choses que j'avais écartées, justifiées, ignorées parce que je lui faisais confiance, parce que je l'aimais. J'arrive, ai-je dit à mon pote, enfilant déjà un jean et une chemise. Tu veux que je t'attende? Je peux garder un œil sur la situation. Ouais, mais ne la laisse pas te voir. Ne lui montre pas que quelqu'un l'observe. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'au centre-ville. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures en étaient blanches. Mon esprit était bloqué dans une boucle entre le déni et la colère. Il devait y avoir une explication. Mais cette photo, l'intimité qui s'en dégageait, la familiarité évidente entre eux, continuaient de me brûler les yeux à chaque fois que je clignais des paupières. L'Éclipse était une boîte de nuit haut de gamme dans le quartier d'affaires. Que du verre, de l'acier et des cordons de velours. Je n'y étais jamais allé. Elle n'avait jamais mentionné vouloir y aller. En me garant de l'autre côté de la rue, j'ai vu la file de personnes élégamment vêtues attendant d'entrer. Le voiturier garant des voitures de luxe. Toute la scène d'un monde que je ne savais pas que ma femme fréquentait. Mon pote m'a rejoint au coin de la rue, le visage grave. Ils sont toujours à l'intérieur. Au même endroit près du bar du fond. Mec, je suis vraiment désolé pour ça. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Une part de moi voulait faire irruption à l'intérieur, les affronter tous les deux devant tout le monde. Mais quelque chose m'a retenu, un besoin de comprendre,
de voir l'ensemble du tableau avant que tout n'explose. J'y vais, ai-je finalement dit, seul. La basse m'a frappé comme une force physique lorsque j'ai franchi l'entrée de l'éclipse, le videur jetant à peine un coup d'œil à ma carte d'identité avant de me faire signe de passer. À l'intérieur, c'était un monde de lumière stroboscopique, de parfums chers et de corps bougeant en rythme de manière calculée. Des lustres en cristal pendaient du plafond, à la fois élégants et criards sous la lueur des néons clignotants. Ce n'était pas le genre d'endroit où ma femme et moi allions ensemble. Nous étions le genre de couple à faire des soirées cinéma à la maison, à prendre le petit déjeuner tranquille le dimanche matin. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je suis resté sur les bords, me faufilant dans la foule comme un fantôme. Mon pote m'avait envoyé le remplacement exact par SMS. Au fond, près de l'espace VIP. En naviguant à travers la masse de gens, des bribes de mon ancienne vie ont traversé mon esprit. Notre premier rendez-vous dans ce café près de l'université, la façon dont elle avait ri à mes mauvaises blagues, le matin où elle avait dit oui à ma demande en mariage. Tout cela avait-il été réel? Puis je les ai vus. Ils étaient assis à une table haute dans un espace délimité par des cordons, un verre à la main, penchés l'un vers l'autre pour parler par-dessus la musique. La robe rouge était encore plus époustouflante en vrai, professionnelle et séduisante à la fois. David, je me souvenais de son nom de famille maintenant. David Moreau, de la campagne dont elle m'avait parlé le mois dernier, avait la main posée sur le bas du dos de ma femme, de façon désinvolte et possessive. Ils ressemblaient à un couple. Ils avaient l'air faits l'un pour l'autre. Je me suis positionné derrière une colonne à une dizaine de mètres, partiellement caché par un groupe de jeunes cadres fêtant la promotion de l'un d'eux. De là, je pouvais observer sans être vu. Tous mes instincts me hurlaient de marcher vers eux, d'exiger des réponses, de faire un scandale. Mais je me suis forcé à attendre. Si elle mentait sur le fait d'être ici, sur quoi d'autre mentait-elle? J'avais besoin de connaître toute la vérité. Une serveuse leur a apporté une autre tournée, un liquide ambré dans des verres en cristal, pas le vin bon marché que ma femme buvait habituellement à la maison. Elle a pris une gorgée et a dit quelque chose qui a fait rire David, la tête rejetée en arrière. Puis il a sorti son téléphone et lui a montré quelque chose sur l'écran. Son visage s'est illuminé, et elle a frappé dans ses mains de ravissement, comme un enfant recevant une bonne nouvelle. Ils sont restés ainsi pendant encore 20 minutes, à parler et à rire, se touchant occasionnellement, sa main à lui sur le genou d'elle, les doigts d'elle effleurant le bras de ce dernier. L'intimité était indéniable. Ce n'était pas une rencontre fortuite ou une obligation professionnelle gênante. C'était confortable. C'était la routine. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle, toujours au bureau. Peut-être encore 1 heure. Ne m'attends pas. Je t'aime. J'ai fixé ces mots, je t'aime, tout en la regardant chuchoter quelque chose à l'oreille d'un autre homme. La cruauté désinvolte de ce geste m'a frappé plus durement que n'importe quelle confrontation ne l'aurait fait. Elle ne mentait pas seulement à propos de ce soir. Elle entretenait une fiction entière, me gardant dans une bulle soigneusement construite pendant qu'elle vivait une vie complètement différente. Vers 23h30, ils se sont levés pour partir. J'ai regardé David l'aider à enfiler sa veste, une élégante pièce en cuir noir que je n'avais jamais vue auparavant, et placer à nouveau sa main sur le bas de son dos, la guidant vers une sortie latérale. Je les ai suivis à distance, mon cœur battant si fort que je croyais qu'il allait exploser hors de ma poitrine. Dehors, l'air froid de novembre m'a giflé le visage. Je suis resté en retrait dans l'embrasure de la porte pendant qu'ils marchaient vers le stand du voiturier. David a tendu un ticket et ils se sont tenus proches l'un de l'autre, la tête d'elle sur son épaule, le bras de lui autour de sa taille. Un instant plus tard, une BMW argentée s'est arrêtée, probablement sa voiture. Mais au lieu de monter, ils sont restés là à discuter encore quelques minutes. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, regardant l'heure. Puis elle l'a embrassé. Pas un baiser poli sur la joue, mais un vrai baiser. Long et profond. Le genre de baiser qui raconte toute une histoire. Quand ils se sont finalement séparés, elle a dit quelque chose qui l'a fait sourire, lui a doucement touché le visage, puis a sorti son propre téléphone pour commander un chauffeur. Il s'est éloigné en voiture et elle est restée là, seule, son attitude tout entière changeant du tout au tout. Le sourire éclatant s'est effacé, ses épaules se sont légèrement affaissées. Elle a soudainement paru fatiguée, et plus vieille. Elle a vérifié son reflet sur l'écran de son téléphone, arrangeant ses cheveux et essuyant son rouge à lèvres. Puis elle a commencé à marcher, non pas vers la zone de prise en charge des VTC,
mais dans la rue, en direction du parking couvert à 2 pâtés de maisons de là. Je l'ai suivie, restant suffisamment en retrait pour rester invisible, mais assez près pour voir où elle allait. Elle m'a mené jusqu'au parking, nous sommes montés de 3 niveaux, jusqu'à une berline argentée que je n'avais jamais vue auparavant. Notre appartement n'avait qu'une seule place de parking, qui était occupée par sa voiture à elle, une modeste Peugeot. J'avais supposé qu'elle utilisait cette voiture pour tous ses déplacements. Elle est montée à l'intérieur, a démarré le moteur, puis est restée assise là un long moment, fixant le volant. Même de l'autre côté du parking, je pouvais la voir prendre une profonde inspiration, comme quelqu'un qui se prépare pour une représentation. Puis elle a sorti son téléphone, a tapé quelque chose et s'est dirigée vers la sortie. Mon téléphone a vibré à nouveau, enfin parti du bureau. À la maison dans 20 minutes tellement épuisé. Cette campagne me tue. Je me tenais dans ce parking, sous la lumière crue des néons, regardant ses feux arrière disparaître sur la rampe. 20 minutes. Elle s'accordait 20 minutes pour redevenir la femme que je croyais connaître. 20 minutes pour se dépouiller de cette vie qu'elle menait en cachette et se glisser à nouveau dans la nôtre. J'avais un choix à faire. Je pouvais rentrer chez moi, la confronter dès qu'elle franchirait la porte, exiger la vérité, ou je pouvais faire ce que tous mes instincts me disaient de faire, attendre, observer, et découvrir exactement qui j'avais épousé. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai pris une chambre d'hôtel à 3 rues de notre appartement et je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que je m'étais endormi sur le canapé chez mon pote après avoir regardé un match qui s'était éternisé. Elle a répondu immédiatement, pas de problème. Dors bien. À demain, bisous. Les mensonges venaient si facilement à nous deux maintenant. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis resté allongé sur le lit d'hôtel, tout habillé, fixant le plafond, repassant en boucle tout ce que j'avais vu. La boîte de nuit, l'intimité, le baiser, la voiture mystérieuse. Chaque détail ressemblait à la pièce d'un puzzle que je ne voulais pas achever, car je savais que l'image finale détruirait tout ce que je croyais savoir sur ma vie. Au lever du soleil, ma décision était prise. Si ma femme pouvait mener une double vie, alors je pouvais le faire aussi. Je deviendrais invisible, un détective au sein de mon propre mariage jusqu'à ce que je comprenne l'étendue totale de sa tromperie. Ce n'est qu'à ce moment-là que je la confronterai. J'ai appelé mon travail pour me porter pâle, chose que je faisais rarement. Puis j'ai commencé à creuser. D'abord, j'ai vérifié nos comptes bancaires. Notre compte commun ne montrait rien d'inhabituel. Factures, courses, essence. Mais quand j'ai regardé son relevé de carte de crédit personnel, nous avions gardé des cartes séparées même après le mariage, j'ai trouvé un schéma que j'avais été trop confiant pour remarquer auparavant. Des débits à l'Eclipse tous les mardis et jeudis soirs depuis 6 semaines. Des dépenses dans un restaurant chic où je n'étais jamais allé. Un achat dans une boutique qui devait être l'endroit où elle avait acheté cette robe rouge. Des rendez-vous chez le coiffeur dont j'ignorais l'existence. Tout cela s'élevant à des centaines d'euros par semaine. Sans qu'elle n'en ait jamais touché un mot. J'en ai eu la nausée. Ce n'était pas une liaison récente ni un moment de faiblesse. C'était systématique, planifié, soutenu. Elle avait bâti une vie séparée avec une précision méticuleuse. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai localisé son téléphone. Nous nous étions ajoutés l'un l'autre sur une application de localisation familiale lors de notre mariage, juste pour des raisons de sécurité, avait-elle dit. Je ne l'avais jamais vraiment utilisée auparavant. Maintenant, je regardais son point bleu se déplacer de notre appartement à son bureau en centre-ville, arrivant à 8h47, exactement l'heure à laquelle elle avait dit qu'elle y serait. J'ai passé la journée à rassembler des informations comme on réunit des preuves pour un procès. J'ai rappelé mon pote pour lui poser des questions. Combien de temps était-il resté à la boîte? Avait-il reconnu David? Les y avait-il déjà vus auparavant? Mec, je ne vais pas souvent à l'Eclipse, a-t-il admis. C'est trop cher pour moi. Mais j'y étais hier soir pour la fête de fin d'année de mon entreprise. Quand je l'ai vu. Écoute, la façon dont le personnel les traitait, la façon dont ils sont entrés directement dans la zone VIP sans payer. Ce sont des habitués. Le barman connaissait leur verre sans avoir à demander. Habitué, le mot résonnait dans ma tête. Combien de mardis et de jeudis soirs m'avait-elle parlé de réunions de travail tardives, de campagnes d'urgence, de dîners avec des clients? Combien de fois l'avais-je embrassé pour lui dire au revoir, lui avais-je dit que je comprenais,
l'avais-je encouragé à se concentrer sur sa carrière. Ce soir-là, j'ai regardé son point bleu quitter le bureau à 17h30, mais au lieu de rentrer à la maison, il a traversé la ville vers une adresse que je ne reconnaissais pas. Je l'ai entré dans le GPS, un complexe d'appartements de luxe dans le quartier de la Confluence où les 2 pièces se louaient 2760 € par mois. Mes mains se sont mises à trembler. Vivait-elle ailleurs? Est-ce que David habitait là? J'ai traversé la ville en voiture, je me suis garé de l'autre côté de la rue, face à l'immeuble. 20 minutes plus tard, je l'ai vu sortir vêtu d'une tenue de sport, les cheveux en queue de cheval, portant un tapis de yoga. Elle avait l'air fraîche et détendue, rien à voir avec quelqu'un qui avait passé la journée au travail. Elle a marché 2 rues jusqu'à un studio de yoga et y est entrée. La normalité banale de la scène était d'une certaine manière pire que de découvrir une énième visite en boîte de nuit. Il ne s'agissait pas seulement d'une liaison. Elle avait toute une routine, une vie entière complète avec des cours de sport et, apparemment, un 2e appartement. Comment cela était-il possible? Comment n'avais-je rien remarqué? J'ai repensé à nos matins ensemble. La façon dont elle m'embrassait pour me dire au revoir avec ce qui semblait être une affection sincère, nos brunchs du week-end, la façon dont elle s'était blottie contre moi sur le canapé dimanche dernier, à regarder de vieux films en mangeant du pop-corn. Avait-elle pensé à lui, planifié sa prochaine évasion? Comptant les heures avant de pouvoir retourner à sa vraie vie. Mon téléphone a sonné. C'était elle. Coucou chérie, a-t-elle dit, sa voix chaude et familière. Je vais encore être en retard ce soir. Le directeur de campagne veut des révisions sur toute la présentation de la stratégie. Je ne serai peut-être pas à la maison avant 23 heures. Je pouvais entendre la circulation en arrière-plan, le bruit ambiant de la ville. Elle n'était pas dans un bureau. Elle était dehors, probablement en train de rentrer de son cours de yoga, planifiant sa soirée dans son autre vie. Ce n'est pas grave, me suis-je entendu dire, la voix assurée malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Je comprends. Le travail passe en premier pendant la saison haute. Tu es la meilleure. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter. L'ironie de cette phrase était si tranchante qu'elle aurait pu couper du verre. Tu as mangé, ai-je demandé pour la tester. Oh ouais, on a commandé de la nourriture thaïlandaise. Je suis pleine. Un autre mensonge délivré sans aucune hésitation. Je me demandais si elle se souvenait même de ce qui était vrai, ou si les mensonges étaient devenus si naturels qu'ils ne se distinguaient plus de la réalité. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma voiture et j'ai dressé la liste de tout ce que je savais, de tout ce que j'avais découvert. La boîte de nuit, David, les dépenses par carte de crédit secrète, l'appartement mystérieux, les mensonges constants sur le fait de travailler tard, la voiture argentée que je n'avais jamais vue auparavant. Mais la plus grande question restait sans réponse. Pourquoi? Nous avions des problèmes comme n'importe quel couple, bien sûr, mais rien qui semblait justifier un tel niveau de tromperie. Nous venions tout juste de nous marier. C'était censé être notre lune de miel, la partie facile avant que la vie ne se complique. À moins que le mariage lui-même ne soit un mensonge. Peut-être que j'étais l'autre vie, l'histoire de couverture, le mari respectable qu'elle pouvait présenter à sa famille et à ses amis pendant qu'elle poursuivait ce qu'elle voulait vraiment avec David. Cette pensée m'a percuté comme un train de marchandises. Et si je n'avais jamais été le personnage principal de mon propre mariage? Et si je n'étais qu'un second rôle dans la fiction soigneusement scénarisée de quelqu'un d'autre? Je me suis réveillé jeudi matin dans ma chambre d'hôtel avec un plan. Si les mardis et les jeudis soirs constituaient son schéma habituel, alors ce soir, je la suivrais depuis le début, je documenterais tout, je comprendrais l'ampleur de ses mensonges avant de décider quoi faire de ces informations. Je suis arrivé devant son immeuble de bureau à 17h, garé là où je pouvais voir l'entrée principale. Son point bleu sur l'application de localisation indiquait qu'elle était toujours à l'intérieur, achevant probablement une vraie journée de travail avant de se métamorphoser pour la suite. La dissonance cognitive était stupéfiante. Elle était réellement au travail, faisant réellement son boulot, puis se transformait d'une manière ou d'une autre en quelqu'un d'entièrement différent une fois qu'une certaine heure sonnait. À 17h43, je l'ai vue sortir du bâtiment. Mais elle n'était pas seule. David était avec elle, et il riait de quelque chose, marchant tout près, mais sans se toucher. En public, il maintenait une distance prudente, la chorégraphie étudiée de personnes qui savaient qu'elle cachait quelque chose. Ils ont marché sur 3 rues jusqu'à ce même parking de mardi soir. Je les ai suivis dans ma voiture,
en restant suffisamment loin pour rester invisible. Ils sont tous les deux montés dans la BMW argentée. Sa voiture à lui, je l'avais confirmé suite à quelques recherches en ligne. Donc, la berline qu'elle avait conduite mardi devait être la sienne. Cette mystérieuse deuxième voiture dont j'ignorais l'existence. Ils ont roulé jusqu'à l'immeuble de la Confluence que j'avais trouvé la veille. Je me suis garé plus bas dans la rue et j'ai regardé pendant qu'ils entraient ensemble, la main de David touchant brièvement le bas de son dos alors qu'il passait les portes vitrées. L'intimité désinvolte de ce geste m'a retourné l'estomac. Je suis resté assis là 20 minutes, puis 40, puis 1 heure, imaginant ce qui se passait à l'intérieur. Dinail ? Était-ce là qu'ils allaient toujours avant la boîte de nuit ? Est-ce qu'elle gardait des vêtements là-bas ? Toute une deuxième garde-robe pour sa deuxième vie ? À 20h15, ils sont ressortis, et j'ai eu le souffle coupé. Elle s'était changée pour enfiler une autre tenue, une élégante robe noire cette fois, avec une coiffure différente, un maquillage plus prononcé. Elle était magnifique et m'était étrangère, comme une inconnue portant le visage de ma femme. Ils ont conduit jusqu'à l'Éclipse, suivant manifestement une routine bien rodée. Parking avec voiturier, direction immédiate vers la zone VIP, des verres qui apparaissaient sans même qu'il n'ait à commander. Je les ai suivis à nouveau à l'intérieur, prenant position derrière la même colonne que mardi soir, regardant la même représentation se dérouler. Mais ce soir, c'était différent, car j'ai remarqué des détails qui m'avaient échappé la première fois. La façon dont les autres personnes dans la boîte de nuit les saluaient, pas seulement David, mais elle aussi. La façon dont elle évoluait dans cet espace avec assurance et un sentiment d'appartenance, complètement à l'opposé de la femme toujours un peu mal à l'aise qu'elle était lors des soirées de mon entreprise. C'était son élément. C'est ici qu'elle prenait vie. Vers 22h, ils ont été rejoints par un autre couple, des amis apparemment, et tous les 4 se sont lancés dans une conversation animée. Ma femme, cette femme que je croyais connaître, menait la danse, racontant une histoire qui faisait rire tout le monde, complètement à son aise, d'une manière que je voyais rarement à la maison. Elle semblait plus heureuse. Elle semblait plus elle-même. Cette réalisation fut peut-être la plus douloureuse de toutes. Et si ce n'était pas ça, le mensonge ? Et si c'était elle, la vraie ? Et la femme qui rentrait à la maison avec moi n'était que le fruit d'une mise en scène. J'étais tellement absorbé par mon observation que j'ai failli le manquer. Un homme s'approchant de leur table, la trentaine, portant un costume coûteux, tenant une bouteille de champagne. Il a dit quelque chose à David, qui s'est levé, et soudain l'atmosphère a changé. Les rires faciles se sont arrêtés. Le langage corporel de David est devenu protecteur, se positionnant légèrement devant ma femme. L'inconnu a ajouté quelque chose en faisant un geste avec la bouteille de champagne, et j'ai vu ma femme se lever à son tour, posant sa main sur le bras de David dans un geste apaisant. Elle a dit quelque chose à l'inconnu, a souri poliment mais fermement, et a secoué la tête. Le visage de l'inconnu s'est assombri. Il a fait un pas de plus, envahissant leur espace. Avant même de pouvoir analyser ce qui se passait, j'étais en mouvement. Un instinct a pris le pas sur mon plan de rester caché, d'observer et de rassembler des preuves. J'ai traversé la piste de danse en quelques secondes, me suis frayé un chemin dans la foule, et je suis arrivé à leur table juste au moment où l'inconnu tendait la main vers le bras de ma femme. Y a-t-il un problème ici, ai-je demandé, la voix assez forte pour couvrir la musique. Tout le monde s'est figé. L'inconnu s'est tourné vers moi, agacé. Le visage de David affichait de l'incompréhension. Et ma femme, son expression est passée du choc à la peur, puis à quelque chose d'autre que je n'ai pas pu identifier, en l'espace d'un battement de cœur. « T'es qui, toi » a demandé l'inconnu. « Je suis son mari » ai-je dit, les mots ayant un goût étrange dans ce contexte, dans cet endroit où je n'avais pas ma place, au milieu d'une vie dans laquelle je n'avais jamais été invité. L'inconnu a ri et a regardé ma femme. « Tu avais dit que tu étais célibataire. » A-t-elle commencé, mais aucun mot n'est sorti. David s'est avancé. « Écoute, mec. Je pense que tu devrais partir. » « Je devrais partir ? » J'ai coupé court. C'est un comble venant du type qui couche avec ma femme. La musique semblait s'estomper en arrière-plan. L'autre couple à la table a soudainement trouvé une excuse pour s'éclipser. Les gens à proximité commençaient à dévisager, flairant le drame. Ma femme a attrapé mon bras. « Pas ici, s'il te plaît. Peut-on aller quelque part pour parler ? » Parler. Je me suis dégagé de son emprise.
Tu veux parler maintenant? Après des semaines de mensonges? Tu m'as suivi. Ce n'était pas une question. Sa voix était calme, triste plutôt qu'en colère. Suivi? J'ai essayé de comprendre qui j'avais épousé. Il s'avère que je n'en ai aucune idée. David s'est interposé entre nous. Et, je crois que tout le monde doit se calmer. Toi, tu ne parles pas, les jeux interrompus. Tu n'as pas ton mot à dire dans cette conversation. La sécurité s'approchait maintenant. Deux grands hommes en costume noir se frayant un chemin à travers la foule. L'inconnu qui avait déclenché tout ça avait disparu, sentant probablement que les choses allaient empirer. Ma femme m'a regardé, les larmes aux yeux, son maquillage si soigneusement appliqué commençant à couler. S'il te plaît. Je peux tout expliquer, mais pas ici. S'il te plaît. Nous avons atterri dans une brasserie ouverte 24 heures sur 24, à 6 pâtés de maison de la boîte de nuit. La lumière crue des néons était impitoyable après l'obscurité de l'éclipse. Ma femme était assise en face de moi, sur une banquette près de la fenêtre, toujours dans sa robe noire. Le mascara zébrait ses joues. Elle avait pris 10 ans au cours de la dernière heure. David avait essayé de venir avec nous, mais je lui avais fait comprendre que s'il nous suivait, le scandale à la boîte de nuit ressemblerait à un simple échauffement. La serveuse a apporté du café auquel aucun de nous n'a touché. Dehors, la ville continuait de vivre, indifférente à l'implosion de mon mariage. Depuis quand le sais-tu, a-t-elle finalement demandé, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Depuis mardi. Mon pote t'a vu à la boîte de nuit. Elle a hoché lentement la tête, comme si cela confirmait un soupçon. Je me disais bien. Tu étais différent ces derniers jours. Distant. L'ironie de la voir m'accuser d'être distant m'a arraché un rire. Un son amer qui n'avait rien de drôle. J'ai été distant. C'est vraiment par ça que tu veux commencer? Non, je suis désolé. C'est mal sorti. Elle a entouré la tasse de café de ses mains, cherchant de la chaleur. Tout ce que je vais dire va mal sortir. Alors et c'est la vérité. Juste pour une fois. Et c'est la vérité. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant son café comme s'il contenait des réponses. Lorsqu'elle a finalement pris la parole, sa voix était différente, dénuée de faux-semblants, brute et honnête d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Je ne m'appelle pas vraiment Sarah. J'ai cligné des yeux, certain d'avoir mal entendu. Quoi? Je veux dire, légalement si. Je l'ai changé quand j'avais 22 ans, mais je suis née Emma Catherine de la Roche. J'ai grandi dans le 16e arrondissement de Paris, les écoles privées, le country club. La totale. Mon père est Jacques de la Roche. Le Jacques de la Roche du groupe financier de la Roche. Je connaissais ce nom. Tout le monde connaissait ce nom. L'une des familles les plus riches de France. Vieil argent et nouveaux empires immobiliers. Tu mens. J'aimerais bien. Elle a finalement levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la culpabilité, mais de l'épuisement. Quand j'ai eu 21 ans, j'ai dit à ma famille que je ne voulais pas de leur vie. Je ne voulais pas être Emma de la Roche. La mondaine et la future femme de n'importe quel gestionnaire de fonds spéculatifs qu'ils auraient choisi pour moi. Je voulais être normal. Je voulais découvrir qui j'étais sans l'argent, sans le nom et sans les attentes. Alors, tu es juste parti. J'ai fui, j'ai changé de nom, j'ai déménagé à Lyon, j'ai trouvé un travail normal, j'ai construit une vie normale. Pendant 6 ans, j'ai été Sarah Martin, une personne ordinaire avec une vie ordinaire, et puis je t'ai rencontré. Et tu étais gentil et sincère. Tout ce que mon ancien monde n'était pas. Tu m'as aimé pour ce que je disais être, et non pour mon nom de famille ou mon fonds en fiducie. J'ai secoué la tête, essayant d'assimiler la nouvelle. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec David, avec la boîte de nuit, avec le fait de me mentir depuis 2 mois? David est mon frère. Les mots sont restés en suspens entre nous. J'ai rejoué chaque interaction dont j'avais été témoin, recontextualisant le tout à travers ce nouveau prisme. L'intimité qui avait semblé romantique me paraissait soudain familière. La façon dont il l'avait protégé de l'inconnu au club, le confort naturel entre eux. Ton frère, ai-je répété d'un ton neutre. David de la Roche. Il a 2 ans de plus que moi. Il n'a jamais été d'accord avec mon départ, mais il a respecté mon choix. Nous sommes restés secrètement en contact.
Il est le seul de mon ancienne vie à savoir où je suis. L'appartement à la Confluence, c'est le sien. Il a déménagé à Lyon il y a 3 ans, pour diriger la division sud-est de l'entreprise de notre père. Nous dînons ensemble tous les mardis et jeudis. Il m'emmène à l'Eclipse parce que c'est là que nous allions avec nos parents à Paris. Même chaîne, même traitement VIP, un petit bout de chez nous. Je voulais la croire. Mon Dieu, comme je voulais la croire, mais j'en avais trop vu. J'avais découvert trop de mensonges. Le baiser. Je t'ai vu l'embrasser. Sur la joue, probablement. David est très européen sur ce point. Il l'a toujours été. Non, sur la bouche. Un vrai baiser. Elle a froncé les sourcils, essayant de se souvenir. Puis son visage s'est éclairé. Ce n'était pas. C'était mardi soir, n'est-ce pas? Juste avant qu'il ne parte. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Il m'a dit que papa avait un cancer. Stade 4, peut-être 6 mois à vivre. Sa voix s'est brisée. Ce baiser était un adieu, d'une certaine façon, car si je retourne voir papa, si je rentre chez moi, je ne pourrai plus jamais être Sarah. La presse, la famille, tout le monde saura où j'ai été. Et toi, tu sauras qui je suis vraiment. Je ne sais déjà plus qui tu es. Elle a tressailli, comme si je l'avais giflé. Je sais. Je sais. Je m'y suis très mal prise. J'aurais dû te le dire avant notre mariage. J'aurais dû te le dire quand David a emménagé ici. J'aurais dû te le dire 1000 fois, mais j'avais tellement peur que tu me vois différemment. Que tu veuilles Emma, l'héritière, au lieu de Sarah. La responsable marketing. Tu as menti à propos du fait de travailler tard, des réunions avec les clients. Tu as entretenu toute une vie secrète. Pour voir mon frère. Pour garder un lien avec ma famille tout en essayant de construire une vraie vie avec toi. Sais-tu à quel point il est épuisant de faire semblant de n'avoir aucun passé? De censurer chaque histoire, chaque souvenir. Chaque référence anodine à l'enfance? Je ne te trompais pas. J'essayais juste d'être 2 personnes à la fois, et j'en suis tellement fatigué. Elle pleurait à présent, de vraies larmes, ses épaules tremblant. Une part de moi voulait tendre le bras à travers la table pour la réconforter comme je l'avais toujours fait. Mais une autre part, celle qui venait de passer 3 jours à démêler des mensonges, restait glacée. La deuxième voiture. La mienne. D'avant. Je la gardais dans un parking à l'autre bout de la ville. Je l'utilisais quand je rejoignais David pour que tu ne poses pas de questions sur le kilométrage de ma Peugeot. Les dépenses sur la carte de crédit. Une carte séparée liée à mon fonds en fiducie. Je ne voulais pas que tu vois les dîners coûteux et que tu penses que je vivais au-dessus de nos moyens. Chaque réponse était plausible. Chaque explication correspondait au fait que j'avais découvert. Mais les fondations de la confiance avaient disparu, brisées en morceaux que je ne savais pas comment réassembler. Tu aurais pu simplement me le dire, ai-je dit. Au sujet de ta famille, de David, de tout ça. J'aurais compris. L'aurais-tu vraiment fait? Elle a essuyé ses larmes avec une serviette en papier. J'ai fréquenté des hommes qui ont découvert qui était ma famille. Ils ont tous changé. Ils voulaient tous quelque chose. Des relations, de l'argent, un statut. Tu étais la première personne qui m'aimait pour moi. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Comment pouvais-je risquer cela? Alors à la place, tu as risqué tout notre mariage sur un mensonge. Je sais. Je sais que c'était mal. Je sais que j'ai tout détruit. Elle a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé. Je t'aime. Sarah t'aime. Emma t'aime. C'est la même personne, juste avec un passé plus compliqué que ce que j'ai avoué. C'est bien ça le problème. Tu n'es pas la même personne. Sarah ne m'aurait jamais menti pendant des mois. Sarah n'aurait jamais construit toute une vie secrète. Alors, avec laquelle des deux suis-je réellement marié? Elle n'avait aucune réponse à me donner. Nous sommes restés assis en silence alors que le ciel commençait à s'éclaircir, la ville se préparant pour une nouvelle journée. J'ai pensé à notre mariage, aux vœux que nous avions échangés sur cette plage. J'ai pensé à la femme dont j'étais tombé amoureux, à la vie que nous construisions. J'ai pensé à Emma de la Roche, l'héritière qui jouait à se déguiser en personne normale. J'ai pensé à Sarah Martin,
La femme qui m'avait regardé droit dans les yeux et menti une centaine de fois. Ton père, ai-je finalement dit. Il est vraiment mourant. Elle a hoché la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Alors tu devrais aller le voir. Tu devrais être Emma à nouveau, au moins pour un temps. Être avec ta famille. Et nous? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, essayant de voir au-delà des mensonges, des secrets et de la douleur, essayant de trouver quelque chose de réel à quoi m'accrocher. Je ne sais pas, ai-je admis. Je ne sais pas si nous pourrons nous en remettre. Tu n'as pas seulement menti sur ton passé. Tu as menti sur ton présent, chaque jour. Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit que tu dises maintenant? Je comprends. Elle s'est levée et a pris sa veste. Pour ce que ça vaut, tout ce que j'ai ressenti pour toi était vrai. Chaque moment de bonheur, chaque rire, chaque matinée paisible ensemble, tout ça était réel. La seule chose sur laquelle j'ai menti, c'est d'où je venais, et qui je voyais les mardis et jeudis soirs. Le reste était vrai. Elle a laissé de l'argent sur la table pour le café et s'est dirigée vers la porte. Sur le seuil, elle s'est arrêtée et s'est retournée. Je vais rester chez David pour le moment. Te laisser de l'espace pour que tu trouves ce que tu veux. Et j'irai à Paris ce week-end. Voir mon père pendant qu'il en est encore temps. Peut-être qu'être à nouveau Emma m'aidera à comprendre qui je suis vraiment. Puis elle est partie, disparaissant dans la lumière du petit matin, me laissant seul sur la banquette d'une brasserie avec 2 tasses de café pleines et un mariage en ruine. Je suis resté assis là pendant un long moment, regardant la ville se réveiller, essayant de tout assimiler. Elle n'avait pas de liaison amoureuse. La trahison était différente de ce que j'avais imaginé, mais d'une certaine façon, la douleur me semblait tout aussi profonde. Elle m'avait aimé suffisamment pour abandonner tout son monde, mais pas assez pour me confier la vérité sur qui elle était. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est David. Je sais que tu me détestes sûrement en ce moment, mais ma sœur est une bonne personne qui a fait de mauvais choix par peur. Si tu as besoin de parler, je suis là. Et pour ce que ça vaut, je ne l'ai jamais vue aussi heureuse qu'elle l'est avec toi. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de finalement taper une réponse. Parle-moi de l'état de ton père. Pendant l'heure qui a suivi, alors que la brasserie se remplissait de clients venus prendre leur petit déjeuner, David m'a envoyé des informations sur le cancer de son père, sur la dynamique familiale, sur la fuite d'Emma 6 ans plus tôt. Il a envoyé des photos, de vieilles photos montrant une version plus jeune de ma femme en robe de soirée lors de galas de charité, entourée de richesses et de privilèges, et ayant l'air profondément malheureuse. Et des photos récentes, des clichés pris sur le vif lors de leur dîner du mardi et du jeudi, la montrant souriante et détendue, ressemblant bien plus à la femme que j'avais épousée. Il m'a brossé le portrait d'une fille désespérée d'être considérée comme une personne plutôt que comme un nom, d'une famille qu'il aimait mais ne parvenait pas à comprendre son besoin de normalité, d'un frère qu'il avait soutenu dans son choix tout en gardant un pied dans les deux mondes. Le soleil était maintenant complètement levé, et j'ai réalisé que je devais prendre une décision. Je pouvais partir, laisser les mensonges empoisonner tout ce que nous avions construit, me protéger de toute future souffrance. Ou je pouvais essayer de comprendre, de voir cela non pas comme une trahison, mais comme l'acte d'une femme tellement effrayée de perdre l'amour qu'elle avait caché les parts d'elle-même dont elle pensait qu'elle me ferait fuir. Aucun des deux choix ne me paraissait être le bon. Aucun des deux choix ne me paraissait sans risque. J'ai payé l'addition et je suis sorti dans la matinée, sans être plus avancé sur ce que j'allais faire. Mais en me dirigeant vers ma voiture, je me suis surpris à ne pas rentrer à la maison ni à l'hôtel. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à une bijouterie qui venait tout juste d'ouvrir, où un vendeur confus m'a montré des colliers pendant que j'essayais de lui expliquer ce que je cherchais. Quelque chose qui dit que je suis en colère et blessé, mais que je comprends aussi que les gens sont complexes et que l'amour ne ressemble pas toujours à ce que l'on attend, lui ai-je dit. Il a cligné des yeux. Nous avons des perles. J'ai fini par acheter un simple collier en argent avec 2 pendentifs entrelacés, l'un lisse et poli, l'autre brut et non travaillé, parfait et imparfait tous les deux réunis. Je ne savais pas si mon mariage y survivrait. Je ne savais pas si je pourrais réapprendre à lui faire confiance, mais je savais que je ne pouvais pas prendre cette décision sous l'emprise de la colère, après 3 jours de filature et une nuit de révélation. Alors, j'allais attendre. J'allais réfléchir. J'allais la laisser aller à Paris et être Emma de la Roche, une fois de plus. Et quand elle reviendrait, si elle revenait, nous recommencerions à zéro. Non pas comme Sarah et son mari dévoué, ou comme Emma et son plan d'évasion,
mais comme deux personnes complexes essayant de découvrir si l'amour était suffisant. Le collier est resté posé dans sa boîte sur le siège passager pendant que je conduisais. Ni une promesse, ni une fin.